Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, YouTuber, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et YouTubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, écoute, ça va très très bien. Je te souhaite une excellente année 2026. Plein de bonnes choses et on va dire plutôt, au lieu de te souhaiter plein de bonnes choses, je vais te souhaiter tout ce que tu as envie. Moi, je souhaite aux gens tout ce qui est bon pour eux. Il y a une nuance avec ce que j'ai envie. Ce que tu as envie, ce qui est bon. En général, on a quand même envie de choses qui sont bonnes pour nous, mais tous les goûts sont dans la nature. Non, parce que si c'était ça, je mangerais une poutine soir et matin. Ah, ça va, t'es raisonnable, pas le midi quand même. Non, et c'est la première année que je fais un 1er janvier sans alcool. Et alors? Tiens, c'est intéressant ça. Alors, mes conclusions après 3 semaines, c'est que c'est quand même bien l'alcool des fois pour relaxer. Puis, la deuxième conclusion, tous les produits sans alcool ne se valent pas. Parce que tu sais, quand t'es avec des gens, tu veux prendre peut-être une bière sans alcool ou maintenant, il y a toutes sortes de produits sans alcool. Et puis, ils ne se valent pas tous. Je te l'accorde. Et puis, j'avais un ami dans l'équipe de Niptech qui fait des podcasts qui m'avait dit, tu vas voir, ta mémoire, elle est meilleure, t'es plus vif. Et non, il n'y aura pas d'autres changements par rapport à ça. Oui, mais si tu as commencé... En fait, tu es sans alcool depuis le 1er janvier, là? Ouais. Donc ça fait que 19 jours. Je pense qu'il faut laisser à ton corps un peu plus de temps pour qu'il régénère des... Eh oui, c'est sûr. Le corps, tu sais, on dit qu'il a souvent besoin d'au moins 30 jours pour récupérer et avoir des bénéfices directs. Moi, je bois pas du tout d'alcool. J'en ai jamais bu. Donc je peux te dire que la vie sans alcool, ça se fait bien. On se marre bien quand même. On fait des soirées quand même. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Toi, t'as la vivacité de l'esprit de la personne pas engourdie par l'alcool comme moi. Moi, je suis engourdie par le travail. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi tu travailles trop? Je travaille... oui, en fait, j'ai fini ma nouvelle formation. Donc là, j'ai eu 3 semaines, on va dire depuis mi-décembre, j'ai bien beaucoup travaillé. Donc je suis un petit peu fatiguée du cerveau, comme j'aime le dire. Donc si je bug sur certains mots dans cet épisode, faudra pas trop m'en vouloir. Je m'excuse d'avance. Je vais faire un effort. Mais oui, tout à l'heure, on se disait qu'on avait totalement abandonné notre cher Skype depuis quelques mois maintenant, puisque en fait Microsoft l'avait arrêté au profit de Teams. Et en fait, souvent on se moque de nous quand on disait ça. Tu te souviens, Oui. quand on disait on se retrouve sur Skype pour enregistrer, et on l'utilisait uniquement parce qu'il y avait une option qui enregistrait en fait notre conversation, ce qui nous permettait d'avoir un audio de secours, on va dire. Donc on utilise FaceTime maintenant, et franchement ça va bien. Oui, puis pour l'outil de secours, j'utilise l'application Piezo, mais vous pouvez le faire aussi avec les configurations dans les configurations de son. Là. Vous pouvez faire une petite manipulation, mais Piezo, qui est fait par la compagnie Rogue Ameoba, qui est un super produit. Si vous voulez enregistrer des sources audio ou des choses qui sortent de votre ordinateur, c'est vraiment un produit intéressant. Alors moi, j'ai juste à appuyer sur Piezo. C'est un gros bouton rouge. Je sélectionne ma source. Là, c'est FaceTime, puis ça enregistre Audrey et moi en même temps. Et c'est parfait. Ça remplace Skype. Oui, parce qu'en fait, évidemment, chacun de notre côté, on enregistre notre piste audio. Et après, Matt fait le montage avec tout ça. Mais on a déjà eu des soucis d'enregistrement, donc on préférait toujours avoir une solution de secours au cas où. Dis-moi, Audrey, est-ce que tu as suivi l'actualité d'Apple? Parce qu'on a plein de petites nouveautés cette année, en début d'année. Alors, j'ai vu qu'en effet, j'ai lu pas mal de choses sur le Creator Studio, Ouais. donc le nouveau package, on va dire, d'applications. Donc, j'ai vu que tu as noté ça. Ouais, on a effectivement un nouveau package d'applications. Et pourquoi je t'en parle? Parce que je sais que tu es attaché à ta licence perpétuelle de Final Cut Pro. Mais j'ai le regret de te dire que selon mes prédictions,
C'est dans les derniers mois que tu vas l'utiliser, d'après moi. Explique-nous c'est quoi le Creator Studio, par exemple. Alors, c'est une suite d'applications qui sont fournies dans un pack, on va dire, où on va avoir en effet Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro. Pixelmator qu'Apple avait acheté il y a quelques années, je crois, ou l'an dernier. Mhm. Et d'autres applications, d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris, qui est Pages, Keynote et Numbers, qui sont gratuites actuellement. Est-ce que ça va le rester ou pas? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que oui, mais c'est étrange qu'il l'ait intégré dans ce pack, ou alors c'est simplement pour qu'il y ait plus de gens à les utiliser. Et l'abonnement donc coûterait 13 € par mois ou 130 € par an. Donc il n'y a même pas une ristourne quand on prend la formule annuelle. Pas très commerçant, ça, je trouve. Oui, il y a une ristourne. Il y a une ristourne. À la place de... Tu as presque 2 mois gratuits. Oui, 10 mois au lieu de 12, oui, pardon. Écoute, moi je pense que par rapport à ma licence de Final Cut Pro que j'avais achetée presque 400 €, je crois, il y a quelques années, j'y suis pas spécialement attachée. C'est juste que ça a été un investissement. Vraiment, c'est rentabilisé depuis longtemps, hein, parce que ça me sert principalement pour YouTube. Donc sur des centaines de vidéos que j'ai montées depuis, je pense que c'est rentabilisé, donc c'est pas un problème. Je vais voir en fait, je vais voir comment ça évolue. De toute façon, j'ai pas besoin d'autres logiciels que ça, moi. Je vais pas utiliser Logic Pro ou d'autres applis, donc on va voir comment ça se passe. Mais je pense que c'est bien. Il y a quand même des gens qui regrettent qu'il n'y ait pas de remplaçant. Tu te souviens de Aperture ? Oui. Cette application de retouche photo, de catalogue photo un peu pro. Moi, je m'en souviens assez bien. Je sais pas si Pixelmator Pro va remplacer ça, mais je pense pas. Pour le côté catalogue, je pense pour le côté retouche, oui, mais catalogue, je pense pas. C'est ça, dans les actualités, Apple fait un package, un regroupement d'applications qui étaient avec des licences perpétuelles. Maintenant, ça va être des licences mensuelles. Vous serez plus propriétaire du logiciel, vous serez locataire d'un logiciel. Ils ajoutent Page, Keynote, Number et Freeform avec des fonctionnalités IA et des modèles un petit peu premium. La grande nouvelle, c'est que Final Cut Pro, qui était sur iPad en format mensuel, tu pourras plus le prendre tout seul. Il va falloir que tu prennes le gros pack d'Apple Creator Studio. Je t'avoue que j'ai été un peu surpris qu'ils fassent un gros pack comme ça, parce que quand on a Apple One, on peut quand même choisir un petit peu de manière granulaire les options qu'on veut avoir. Là, c'est le pack complet ou rien. À suivre, mais je dirais que ma recommandation, c'est que si vous envisagiez d'acheter Final Cut Pro ou Logic Pro tout seul en licence perpétuelle aujourd'hui, je pense que c'est pas mal sur la fin et que Apple va pas le faire durer dans les prochaines versions, ou en tous les cas, les mises à jour vont être pénibles, il n'y aura pas toutes les fonctionnalités, les choses vont devenir de plus en plus incompatibles. Alors, si vous aviez 400 $ à mettre dans Final Cut Pro, peut-être que vous allez le morceler et commencer à vous abonner à partir du 18 janvier. Après, si c'est pour un usage professionnel, 130 € par an, c'est vraiment rien. En fait, pour des pros, le budget logiciel, c'est quand tu vois les prix chez Adobe qui augmentent tous les ans, qui ont encore augmenté cette année. Ouais. Je pense que 13 € par mois, en plus ça passe en frais pro, ou tu récupères la TVA, ou franchement c'est vraiment rien. Faut bien se rendre compte que même si on est habitué à du gratuit, quand on parle de logiciels professionnels, moi je me souviens de licences de Quark Express, des vieux logiciels de graphisme de PAO qui coûtaient, je me souviens plus trop en francs combien c'était, mais même en euros c'était quand même très 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 cher. C'était vraiment un point important quand on avait une entreprise ou quand on bossait pour l'entreprise. On avait des postes qui n'avaient pas les licences parce que ça coûtait trop cher. C'était des licences par poste. En gros, il faut comprendre que même si, oui, 130 € par an, c'est pas une somme, non plus négligeable, mais on est bien là dans des logiciels pro, donc clairement, c'est hyper rentable et ça vaut vraiment ce prix-là, mais voire même plus. Je vais pas dire qu'on paye plus, mais pour des logiciels pro, c'est 13 € par mois, c'est vraiment rien du tout. Même par poste. Même 13 € par poste,
c'est que dalle, quoi. Disons, Vraiment. disons que si vous trouvez ça cher, c'est que vous n'êtes peut-être pas le public cible. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est que, bon, il y a un prix pour les étudiants qui est vraiment, vraiment avantageux ce coup-ci. C'est une trentaine d'euros par année pour les étudiants. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, l'autre aspect qui semble intéressant, c'est que le partage familial va fonctionner aussi avec ça. Alors, vous allez pouvoir l'avoir et le partager. Alors, du coup, ça vaut la peine, mais ça vaut peut-être plus la peine d'acheter les licences perpétuelles d'Apple. Alors, ça, c'était la première nouvelle. La deuxième nouvelle, on s'en doutait, mais en tout cas, moi, je m'en doutais en suivant l'actualité. La deuxième nouvelle, c'est que Siri va devenir enfin intelligente, mais pas grâce à Apple. T'as vu ça, Audrey? Mm. Et oui, j'ai vu que Apple et Google, hein, les amis de toujours, j'ai envie de dire Ouais. quand même, quand on y pense, eh bien, ils vont s'associer pour, oui, pour l'IA et pour notamment améliorer Siri. Moi, je trouve que c'est une belle preuve d'intelligence, pour le coup, d'Apple, de pas s'être entêté dans son propre système d'intelligence artificielle. Apple Intelligence, bon, c'est bon, on a fait le tour, c'est pas fameux. C'était marrant au début, mais en fait, personnellement, je m'en sers pas du tout. J'ai fait 3-4 images avec et voilà. Et en fait, ça a pas vraiment évolué depuis que c'est sorti. Non. Siri, ben, ça fait quand même des années qu'il est nul et on va le dire clairement, il était temps soit de l'arrêter, en fait, Vraiment. soit parce que Ouais. là, en fait, c'était vraiment limite devenu honteux par rapport à la concurrence. Parce que quand Siri est arrivé au début, il y avait très peu de concurrence par rapport à maintenant. Donc moi, je trouve que c'est une preuve d'intelligence qu'Apple choisisse Google et Gemini. Et puis, et on verra ce que ça donne. Mais s'ils continuent à préserver leur cloud privé, là, enfin, en fait, pour moi, s'ils arrivent à combiner l'IA de Google avec la protection des données personnelles et d'avoir une IA locale, pour moi, c'est tout bon. Et on verra si dans la réalité, ça se passe vraiment comme ça. Oui, parce que dans les faits, Private Cloud Compute, l'élément qui est au cœur de la protection de vos données personnelles sur les serveurs d'Apple, serait capable de faire tourner Gemini. Alors, tout l'aspect anonymisation, protection des données personnelles et ainsi de suite resterait encore là et serait contrôlé par Apple. Mais le moteur d'IA en arrière, ça serait Gemini. Ce qui est une super bonne nouvelle parce que moi, j'ai tous les abonnements possibles et inimaginables d'intelligence artificielle et je me rends compte que j'ai vraiment arrêté d'utiliser OpenAI, ChatGPT. Je suis vraiment sur Gemini tous les jours, qui est super bon et au niveau des images est vraiment mieux que ce que fait ton téléphone présentement. Alors non, je suis vraiment, vraiment content. Ouais. À suivre aussi également, mais je pense que c'est une bonne nouvelle, que ça sera plus un sujet chez Apple, qu'en fait. Et puis bon, il faut quand même se rappeler des milliards que Google paye à Apple tous les ans pour être le navigateur le moteur de recherche par défaut sur les iPhones, les Mac. On en avait déjà parlé. Donc peut-être qu'ils vont trouver un équilibre aussi par là au niveau du budget. Peut-être qu'il y a une partie des requêtes en effet qui vont être sur les serveurs d'Apple parce que forcément on parle beaucoup de l'énergie aussi nécessaire pour faire tourner les IA. Donc voilà, on verra comment tout ça se déploie. Est-ce qu'on a une date de mise en place? Certains des articles que j'ai lus parlaient de iOS 26.4, j'y crois pas. Ça devrait arriver avec iOS 27, d'après moi. Et puis, pour ce qui est de la consommation d'énergie, sache que ce qui fait que Google est en train de remporter la guerre aux IA en ce moment, c'est que justement, ils commencent à développer leurs propres puces qui sont 10 fois moins consommatrices d'énergie que ce que peut faire OpenAI et ainsi de suite. Ils ont vraiment développé leur propre technologie. Ils peuvent le faire parce que depuis quelques années, ils ont le cloud à eux. Alors, tu sais, le cloud, c'est les serveurs de quelqu'un d'autre, là, vous le savez. Là. Alors, chez vous, il y a OVH, il y a plusieurs services qui offrent ça. Aux États-Unis, à grandeur du monde, c'est AWS, Amazon, c'est tout ce qui est du côté de chez Microsoft avec, et je oublie leur nom de cloud. Bref, c'est pas grave. Et puis Google aussi offre ce service-là. Azure, pardon. Oui, on en parle tellement souvent, c'est vrai que... et puis, l'avantage, c'est qu'ils ont développé leur stack technologique, ils ont développé leur propre puce, même sur leur téléphone maintenant, Apple a leur propre architecture. Et puis,
ils avaient tout ce qu'il fallait pour développer des processeurs moins gourmands en énergie, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Alors, tout ce qui est GPU et trucs comme ça, comme vous entendez parler de ça, Google commence à s'en éloigner, et ce qui fait que le partenariat Apple commence à faire du sens, parce que en plus d'avoir l'IA la plus performante, ça serait l'IA la moins gourmande au niveau énergétique, ce qui, de facto, handicaperait pas trop les orientations d'Apple pour être zéro neutre carbone et ainsi de suite à tel 2035, je pense qu'ils avaient annoncé. Alors, je pense 2030. 2030, Dans 4 ans. Il n'en reste plus beaucoup de temps. Oups! Il va falloir qu'ils plantent des arbres. Ouais. Et puis, dans l'autre actualité que je voulais signaler, t'es pas sans savoir, il y a eu des fuites dans les codes des systèmes d'exploitation d'iOS 26.3 qui ont confirmé, là, c'est plus des rumeurs, qui ont confirmé des appareils. Alors, on se doute qu'il y a tout le temps des nouveaux appareils chez Apple. Ça, on le comprend très bien. Mais il y aurait, alors là, tenez-vous bien, un MacBook accessible. Il y aurait accessible et qui serait vraiment pas cher, qui est visé pour du côté de l'entrée de gamme, je dirais. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en Amérique du Nord, chez nous, chez Walmart, qui est une grande chaîne de magasins ici en Amérique du Nord, il y a encore des MacBook Air M1 qui sont vendus. Et sont vendus pas cher. Alors, ça prend pour Apple... puis il y a des comptoirs Apple chez Walmart en Amérique du Nord. Là, en tout cas, dans tous les Walmart à Québec, il y en a. Et ils ont des comptoirs Apple où ils vendent des produits Apple, où il y a des produits d'entrée de gamme. Et le MacBook en faisait partie. Alors, je pense que c'est pour avoir une certaine continuité de produits abordables, étudiants, entrée de gamme. Il y aurait un MacBook qui arriverait à un prix aux alentours de 600 €, complètement neuf. Alors, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais il y aurait ça qui a été annoncé. Et puis, une espèce de hub avec un écran, un HomePod Touch qui arriverait, qui a été confirmé par ça. Et évidemment, l'iPhone pliable qui va arriver. Outre ça, on est habitué. Il va y avoir un nouvel iPad, il va y avoir un nouvel iPhone, il va y avoir d'autres produits avec les nouvelles puces. Mais les grands nouveaux produits, ce seraient ces trois-là qui arriveraient bientôt. Et écoute, on verra. En général, les nouveaux produits, c'est septembre, octobre. Donc, peut-être une... souvent, ou à la WWDC, ils présentent parfois, je crois que les HomePod mini, ça avait été présenté à ce moment-là. Si je me souviens bien des images. Avec la maison en vue de coupe, là, de profil, je me souviens que c'était... Je pense que c'était pendant la conférence des développeurs. Mais... Eh bien, écoute, on va voir. Alors, le HomePod Touch, le hub, là, dont tu parlais, ça fait quand même des années qu'on voit plein de rumeurs là-dessus, donc à voir. Ce qui leur manquait, d'après ce que j'ai pu lire dans MacRumeur et ainsi de suite, ce qui leur manquait vraiment, c'était une intelligence artificielle capable de donner du sens à une espèce de HomePod intelligent pour la famille, pour les profils, pour faire des... Et puis, en bout de ligne, le partenariat avec Google et Gemini fait que ce produit-là va voir le jour finalement maintenant. Mais tu sais ce qui me réjouit le plus dans le fait qu'il y ait une autre IA qui arrive, c'est que mes HomePod vont arrêter de se mettre en route quand je dis un mot qui ressemble au nom que je ne vais pas prononcer, SIRI. Ou, par exemple, quand je parle d'un podcast, que ça se mette en route aussi tout seul et que je fasse des bonds dans mon salon alors que je suis toute seule. Donc, j'ai hâte que ce côté-là s'améliore. Alors, pendant longtemps, j'avais désactivé la détection d'Siri sur mes HomePod, mais je l'avais réactivé pour la musique. Mais c'est pas... Bon, c'est pas au point. Donc, c'est une très bonne nouvelle, en fait, que Siri s'améliore. Il était vraiment temps. Oui, effectivement. Le mot est faible. Et pour le reste, c'est des actualités qui sont en lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Pixelmator Pro arrive sur iPad, mais c'est relié à Apple Creative Studio. Et puis, il va y avoir de l'IA dans Final Cut Pro et Logic Pro bientôt qui vont arriver. C'est pas encore de l'IA pour faire de la création, c'est de l'IA pour vous aider à faire du montage, à retrouver des moments spécifiques dans vos bandes de son ou dans vos bandes vidéo. Mais il y avait quand même
pour un mois de janvier, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'actualités du côté de chez Apple, surtout avec cette nouvelle gamme de produits pour les créatifs. Oui, ça commence bien. On verra ce que la situation internationale donne par rapport aux achats qu'on pourra faire depuis la France. Moi, j'avoue que je me tâte à changer mon iMac rapidement avant que les prix explosent. Alors, on parle beaucoup du prix des composants en ce moment et que Apple n'augmente pas ses prix en fonction du prix des composants. Et on avait déjà expliqué pourquoi. Quand Apple fixe un prix, c'est pour une année et c'est sûr que le prix changera pas pendant toute l'année. Même s'il y a des changements mondiaux qui font que le prix de la mémoire vive explose, le prix des SSD ou que sais-je encore, en fait, vous avez la garantie que le prix changera pas chez Apple au cours de l'année. Et du coup, ça veut dire que c'est Apple qui gère en fait cette augmentation de son côté et sans que le consommateur sans que ça se répercute sur le consommateur. Donc si vous vous posez la question actuellement d'acheter ou pas des produits, réfléchissez assez rapidement. Moi, je pense que je vais me décider au printemps là pour changer. Je pensais attendre septembre, mais je pense que je vais pas trop tarder non plus avant qu'il y ait les nouveaux modèles et que les prix augmentent, quoi. Justement, j'ai fait un dossier où je vous parlerai de feu rouge, feu orange, feu vert pour l'achat de produits en ce moment. Parlant justement d'achat de produits, on a reçu un commentaire sur Apple Podcast et c'est l'introduction à ton dossier d'aujourd'hui. Oui, on a alors HVK Nitrax qui nous a dit qu'on faisait un super podcast, qui nous a mis 5 étoiles, merci. Et il nous disait, vous pourriez faire un épisode sur les appareils reconditionnés pour les personnes qui peuvent pas forcément acheter du neuf. Eh bien, ça m'a donné, en effet, un très bon sujet de dossier. Si vous me suivez sur YouTube et si vous nous suivez ici, vous savez que le reconditionné, c'est quelque chose dont on parle souvent. On parle également souvent d'occasion, et je trouvais intéressant de mettre le reconditionné face à un produit d'occasion qu'on va acheter chez un particulier et voir quel est l'avantage en fait de l'un et de l'autre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, un produit reconditionné est forcément un produit d'occasion. C'est pas un produit neuf. Mais vous avez également les produits d'occasion que vous pouvez acheter sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites, donc qui sont pas reconditionnés, c'est-à-dire qu'ils repassent pas en usine, ils sont pas vérifiés. C'est juste un particulier ou une société qui va vendre ces appareils qui ont été utilisés par d'autres personnes avant. Donc moi, je suis assez cliente du reconditionné. J'ai aussi été cliente des achats d'occasion entre particuliers. Ça s'est pas toujours bien passé, donc on va en parler. Mais en tout cas, dans les deux cas, en fait, ce qu'il faut toujours exiger, bien évidemment, c'est la facture. Alors, la facture d'origine, si vous achetez à un particulier, il faut absolument que vous demandiez la facture d'achat du produit. Vous pourrez ainsi voir si c'est un produit qui a été acheté à l'origine neuf chez Apple ou si c'est un produit d'occasion. En fait, si le vendeur vous dit non, en fait, je l'ai acheté à un particulier il y a 2 ans et j'ai pas la facture, ça peut être un problème parce que vous n'avez pas vraiment l'historique de l'appareil. Alors même s'il y a Apple Diagnostic aujourd'hui, c'est pas forcément simple à utiliser. Donc clairement, exiger la facture. Si le vendeur n'a pas la facture, en fait c'est simple, vous achetez pas. Clairement, je vous le dis. Vous pouvez également demander à la personne si elle a remplacé des pièces, etc. Enfin, il faut vraiment pas hésiter quand vous achetez à un particulier à poser plein de questions, à dire où est-ce qu'il a été acheté, est-ce que c'est un cadeau, est-ce que voilà, il y a plein de choses à voir. Alors ça c'est pour les particuliers, donc faut vraiment tout tester. Vous testez les boutons, l'appareil photo, enfin vous testez tout sur l'appareil. Vous prenez le temps. Si le vendeur est trop pressé, en général c'est pas bon signe. La personne est censée vous laisser le temps de tester le produit. Et bien sûr, vous branchez la recharge USB, vous testez l'écran, vous tapotez sur l'écran, enfin vous faites tout, vraiment vous mitraillez l'iPhone pour être sûr qu'il fonctionne très bien. Et puis, face à ça, vous avez, face à l'achat chez un particulier, sur Le Bon Coin, etc., que je réserverai personnellement à des gens qui sont assez sûrs d'eux, sûrs de ce qu'ils veulent vérifier, sûrs du modèle qu'ils veulent acheter, etc. Et si vous voulez avoir plus de garantie, entre guillemets, si vous voulez être plus sûr dans votre achat,
vaut mieux aller par du reconditionné. Il y a beaucoup d'avantages de prendre du reconditionné par rapport à de l'occasion, notamment parce que quand vous achetez un reconditionné, c'est une entreprise qui vous le vend, donc elle a des obligations. Notamment, vous avez 1 an de garantie. Si vous achetez un iPhone 15 Pro, par exemple, sur Back Market, vous avez forcément 1 an de garantie. Vous avez également 15 jours pour retourner le produit, enfin 14 jours, pour retourner l'iPhone sans devoir vous justifier. Personnellement, j'avais acheté sur Back Market un iPhone SE 3, je crois, parce que je voulais un iPhone de test, en fait, où je mettais les bêtas, etc. Et en fait, j'ai reçu l'iPhone. Et j'ai tout de suite vu que l'écran marchait pas bien. J'appuyais, ça marchait pas. Enfin, c'était vraiment, on voyait que c'était un iPhone qui avait dû avoir, j'en sais rien, 3-4 pièces changées. Donc, il était vraiment pas de bonne qualité. Donc, je l'ai renvoyé directement sans avoir besoin de me justifier. Et j'ai été remboursée tout de suite. Donc, il faut vraiment pas oublier que vous achetez sur Internet, vous avez 14 jours pour le retourner, ce qui n'est pas le cas en boutique. Donc, faites attention aussi parce que malheureusement, dans les commerces physiques, même si vous achetez du reconditionné ou de l'occasion dans une boutique, vous ne pouvez pas avoir ces 14 jours-là de rétractation. Donc, ça pousse un peu à acheter sur Internet, c'est vrai, mais au moins, vous avez cette garantie-là. Et en plus, comme je disais, vous avez la garantie d'1 an ou de 2 ans en fonction du vendeur et vous avez le paiement sécurisé en ligne. Donc, moi, je vous recommanderais le reconditionné à la place de l'occasion à un particulier. Parce que l'occasion à un particulier, en fait, moi, ça m'est arrivé. Alors, je suis pas trop méfiante de nature, donc je vais vous raconter. Je pense que j'en ai déjà parlé de cette histoire, mais j'avais vendu un MacBook Pro ça date, hein, ça fait au moins une 15aine d'années. Ouais. Et c'était un modèle, je t'en ai déjà parlé, je crois. Oui. Ouais. Et en fait, le vendeur je crois que c'était, je le vendais 1 200 €, et il m'a donné une énorme enveloppe remplie de petits billets de 5-10 €, enfin le truc impossible impossible de savoir si la somme était directement. Et en fait, je voulais pas le gêner, donc bon, j'avais 15 ans de moins, hein, donc j'étais un petit peu, j'osais pas déranger, j'étais un petit peu innocente. Et du coup, je lui ai donné l'ordi, j'ai pris mon enveloppe et voilà, et il est parti. Et en fait, il y avait que la moitié, il y avait que 600 € à la place des 1 200. J'ai mis un bout de temps déjà à calculer à compter 600 € en espèces, donc avec des petites coupures. Donc je me suis fait avoir, clairement, j'ai pas honte de le raconter, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Mais ça m'a rendue très très méfiante d'acheter d'occasion à des particuliers parce que tout le monde n'est pas honnête. Il y a des gens comme ça, en fait, ils donnent un faux numéro de téléphone ou un numéro, à l'époque c'était dans une cabine. Donc bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai rien vu venir et que je me suis fait avoir. Ça arrive même aux meilleurs. Oui. j'ai envie de dire ça. Donc clairement, le reconditionné, ça peut être la bonne solution si vous n'êtes pas trop sûr de vous, si vous avez quelques craintes, n'hésitez pas à reconditionner. D'autant que les prix sont quasiment les mêmes. En fait, j'ai cherché un iPhone 15 Pro là sur Back Market. Exact. Il était en 128 Go, il était à 540 €. Et sur Le Bon Coin, le même était à 550 €. Donc franchement, pour 10 €, en plus il est moins cher sur Back Market, mais même si vous vous dites je veux pas acheter sur Internet, etc., vous faites un PayPal ou vous faites une carte virtuelle si vous avez peur pour le paiement. Et il y a plein de façons aujourd'hui de payer sans risque sur Internet, donc renseignez-vous là-dessus. Et puis, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, ben en fait, au Canada, il y a plusieurs nuances dans ce qu'Audrey vous dit là, en termes d'assurance, garantie et ainsi de suite. Là, ça diffère d'un marchand à un autre. Dans le particulier, moi aussi, je me suis fait avoir. Il y a beaucoup, au niveau des iPhones, il y a beaucoup de fraude. Moi, je me suis fait avoir sur un iPhone qui avait été volé, mais pas encore déclaré. Alors, je l'ai acheté. Et puis, ça a pris quelques jours. Et après ça, la eSIM a été bloquée, plus capable de retrouver le vendeur. En fait, il me répondait des conneries. Et puis, ici au Canada, la eSIM est bloquée. Elle ne peut plus jamais être débloquée. Pas la eSIM, mais le numéro unique. Le EMEI, là? Ouais, c'est ça. Alors, faut faire vraiment attention. Et puis, d'ailleurs, j'ai mis dans les notes de l'émission le danger de Marketplace. C'est un article d'Hugo Dumas. Hugo Dumas, c'est un journaliste qui, au Québec, ici,
s'occupe de la catégorie artistique. Et là, il a fait un article sur les iPhones et il vous explique comment il s'est fait frauder en tant que vendeur. Alors, écoute, le gars est venu chez lui. Il a inspecté le iPhone à un moment de non-vigilance et il l'a remplacé par un faux iPhone, son iPhone. Il lui a dit « Ah, OK, non, c'est correct, je suis pas intéressé. » Il est parti. Et finalement, il s'est retrouvé avec un faux iPhone Android, parce que ça existe beaucoup en Chine, là, des faux. Puis l'écran ressemblait, il était identique, ça ressemblait. Et puis en bout de ligne, il a été le déclaré à la police. La police à Montréal lui a dit, à Montréal, je parle pas à Québec, là, mais dans les grandes villes ici, qu'il y a des fraudes de plus en plus nombreuses sur l'iPhone. Soit les gens arrivent avec du poivre de Cayenne et partent avec l'iPhone. Alors, il faut vachement faire attention. En plus de se faire avoir sur le produit, en plus de se faire avoir sur le montant comme il t'est arrivé, vous pouvez avoir une mésaventure incroyable. Alors, attention. Voilà, en fait, quand vous achetez un particulier, il faut faire attention. D'autant plus que j'entends déjà ceux qui disent « Oui, mais moi, je vends mes vieux iPhones sur le Bon Coin, donc comment je vais faire si vous dites qu'il ne faut pas acheter sur le Bon Coin, etc. » L'avantage aussi des sites de reconditionnement, c'est qu'ils reprennent votre ancien appareil en déduction du nouveau. Donc, franchement, c'est sûr que vous allez peut-être perdre un petit peu à la reprise, mais l'un dans l'autre, je pense que l'opération est gagnante dans tous les cas. Alors, il y a des petites choses quand même à détecter, que ce soit un iPhone que vous achetez en reconditionné ou d'occasion à un particulier. Je vais vous donner des petites infos, des petits trucs pour vérifier en fait d'où vient le produit. Si c'est un iPhone qui a été acheté neuf, si ça a été reconditionné, etc. Et on va voir aussi comment détecter s'il y a eu des pièces qui ont été changées dans l'iPhone, par exemple le bloc appareil photo, l'écran, etc. Dans les réglages de l'iPhone, vous pouvez accéder à tout ça, et ça a l'air assez fiable. Après, tout est piratable, mais je pense que dans votre région, si vous achetez un particulier, vous voyez tout de suite si le gars c'est un pirate ou pas. Enfin, je veux dire, je pense que si c'est Gérard, 58 ans, qui vend son iPhone et qui il sait même pas comment aller dans tel ou tel truc, je veux dire, vous saurez tout de suite si c'est quelqu'un d'innocent entre guillemets. Mais en tout cas, que ce soit en reconditionné ou en occasion, je suis désolée pour les Gérards, ça m'est dit comme ça. On salue tous les Gérards qui nous écoutent. On va mettre aussi Martine, comme ça, voilà, on est pour l'égalité. En gros, vous voyez, vous le savez, de toute façon, on va pas se mentir, quand vous voyez quelqu'un utiliser son iPhone, vous voyez tout de suite s'il s'y connaît ou pas. Enfin, je veux dire, on le voit tous, on le constate tous. Donc, c'est pas une critique, c'est la réalité, quoi. C'est comme ça. Donc, en tout cas, quand vous achetez un iPhone, vous pouvez aller dans les réglages, vous allez dans Général et Information, et vous pouvez vérifier, en fait, déjà, dans numéro de modèle, vous avez des numéros de modèle qui commencent par la lettre M. Ça veut dire que l'iPhone a été acheté neuf chez Apple. Si vous voyez que ça commence par la lettre F, ça veut dire que c'est un iPhone qui a été reconditionné. Même si vous l'avez acheté en particulier, ça veut dire que lui-même l'avait acheté en reconditionné. Si le numéro de modèle commence par un N, ça veut dire que c'est un iPhone de remplacement fourni par Apple. Moi, ça m'est déjà arrivé, mon iPhone tombe en panne, Apple me le remplace. Le numéro de modèle, a été changé, et au lieu que ce soit un M, c'est un N. Donc ça, vous pouvez le voir. Et si ça commence par un P, ça veut juste dire qu'en fait, il y a une gravure qui a été faite au dos de l'iPhone. Je crois que ça se fait plus. Mais en tout cas, est-ce que ça se fait encore la gravure, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est la lettre P qui s'affichera dans le numéro de modèle. Donc ces 4 lettres-là, c'est important. Vous pouvez même vérifier sur votre propre iPhone, comme ça vous nous direz ce que ça donne. Sauf si vous l'avez acheté neuf chez Apple, logiquement, c'est la lettre M. On vous mettra toutes ces lettres-là dans les notes de l'émission. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de vérifier quand vous achetez en occasion, que ce soit en reconditionné ou chez un particulier, si toutes les pièces sont des pièces d'origine. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de réparations, il y a les pièces qui viennent de chez Apple, il y a des pièces qui sont d'origine inconnue. Donc ça aussi, c'est important, et on peut également le voir dans les réglages de l'iPhone. Vous allez dans l'application Réglages, Général, Information, et si une pièce a été changée dans votre iPhone, ça sera écrit, il y aura une nouvelle section qui s'appellera Historique des pièces et réparations. Donc ça veut tout simplement dire que quand l'iPhone redémarre, il fait un check comme ça rapide de tout le matériel, et si une pièce est détectée qui n'était pas là avant ou qui a été remplacée, eh bien cette rubrique s'affiche. Donc c'est vraiment bien foutu, hein, vraiment.
Je trouve ça vraiment très bien, cette détection. Et vous avez donc, en plus de savoir quelle pièce a été changée, donc ça peut être écrit bloc photo, écran, ça peut être connecteur USB-C, enfin, vous allez avoir le nom de la pièce qui a été changée et vous aurez une mention à côté. Vous aurez pièce d'origine quand c'est une pièce fournie par Apple, même si c'est un revendeur indépendant qui a fait la réparation, s'il il se fournit chez Apple, ça sera écrit pièce d'origine. Vous avez également, là c'est moins bien, une mention où ça sera écrit d'origine inconnue. Donc là, ça veut dire que l'iPhone ne sait pas d'où vient cette pièce, mais donc il signale que c'est origine inconnue. Ce qui veut dire que ce n'est pas une pièce Apple, donc potentiellement c'est une pièce qui peut peut-être poser des problèmes à l'avenir, on ne sait pas. Et vous avez également une mention qui s'appelle réutiliser. Donc ça veut dire que l'iPhone a détecté une pièce qui avait déjà été dans un autre iPhone. Donc ça c'est intéressant, mais c'est que à partir des iPhone 15 que l'iPhone est capable de détecter ça. Et d'ailleurs, tous ces éléments-là, c'est parce que on sait qu'il y a beaucoup de protection au niveau des produits Apple, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une façon de voler un iPhone pour les pièces et pour pouvoir reconstruire des iPhones un peu comme ça. Alors, c'est un peu l'idée de pouvoir, parce que Apple a mis sur tous ses composants, ou la majorité de ses composants, des belles petites puces qui vous indiquent ces éléments-là. Alors, ça vous permet de savoir d'où vient, si c'est des pièces rapportées, peut-être usées, on ne sait pas. Alors, vous avez plus d'indications. Et juste, si vous voyez des trucs comme ça, ben, ça peut peut-être allumer des lumières. Vous dire, c'est spécial. Peux-tu m'expliquer ça? Et si la personne a bafouille, ou ça peut déjà être un point de vigilance. Oui, c'est ça. En fait, et vraiment, l'accès au réglage est hyper important quand vous achetez un iPhone. Surtout quand vous allez chez un particulier. S'il l'a réinitialisé, c'est gentil, mais en fait, à un moment, il va falloir quand même qu'il remette son identifiant et son mot de passe. Vous ne mettez pas le vôtre. Vous lui demandez de mettre le sien, évidemment. Et à ce moment-là, vous allez dans les réglages une fois que c'est fait, etc. Si la personne ne veut pas, bah là encore, c'est un peu red flag. C'est-à-dire que vous dites, bah non, en fait, moi, j'ai besoin de savoir s'il y a des pièces qui ont été changées. Alors, si la personne vous donne la facture et que l'iPhone a 1 an, par exemple, si la facture vient de chez Apple, bon, vous pouvez vous dire, il a jamais eu de problème. Ou s'il y a eu un problème, ça a été pris en compte par la garantie d'Apple des 2 ans. Donc, en fait, faut voir. C'est du cas par cas. C'est toujours délicat parce qu'en fait, là, on parle quand même de sommes importantes, 500, 600 euros, voire plus. C'est pour ça qu'en fait, sans vouloir dénigrer l'achat chez un particulier, le reconditionné vendu par des entreprises, c'est quand même plus sécure, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, une mauvaise expérience avec l'iPhone SE que j'avais pris. Alors, mauvaise expérience, pas vraiment, parce que je l'ai renvoyé tout de suite et j'ai été remboursée. Mais j'ai eu une très bonne expérience toujours sur Back Market avec mon iPad Pro que j'utilise depuis. C'est un M2 et je l'ai payé presque un tiers de moins que le neuf à ce moment-là. Et il marche très très bien, j'ai jamais eu aucun problème avec. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les plateformes comme Back Market ou même Amazon aussi, en fait, ils ont plein de fournisseurs. C'est pas Back Market qui reconditionne tout. C'est-à-dire que c'est des sous reconditionneurs, on va dire, qui vont livrer Back Market, mais c'est pas forcément Back Market qui reconditionne tout. Ce qui veut dire que ça justifie le fait qu'ils proposent une garantie d'1 an et que eux ils gèrent en cas de problème. Et après, de leur côté, ils vont gérer avec le conditionneur. Mais voilà, ce que c'est la jungle, je dois te le dire, parce qu'ici au Canada, j'imagine c'est pareil en Europe, là, on a des iPhones qu'on peut avoir par mensualité. Et puis, moi, ce que j'ai vu, c'est... moi, dans mon cas, c'était un iPhone qui était en mensualité, que la personne m'a vendu à une fraction du prix. Alors, premier red flag sur lequel j'ai pas allumé, ça a été que c'est trop beau pour être vrai. Quand une annonce est trop belle pour être vraie, il y a souvent anguille sous la roche. Mais le deuxième, c'est qu'il m'a montré la facture. C'était un iPhone qu'il avait acheté. J'avais une facture, mais une facture, on peut faire des factures Photoshop et ainsi de suite. Ce qui est arrivé, c'est que lui, il l'avait pris en location. Il a sûrement pas respecté son contrat ou un truc comme ça. Et puis, dès que son contrat n'était pas respecté, le iPhone a été coupé. Alors, ça arrive
des belles histoires, mais vous avez 2 personnes qui font un podcast sur Apple qui ont vécu 2 mauvaises histoires. Je dis ça, je dis rien. Avec un particulier, oui, Exact. en effet. En effet, donc moi, mon expérience aujourd'hui fait que j'achète en reconditionné bien souvent. Alors, vous le savez, hein, moi, je pousse mes appareils le plus longtemps possible, donc je fais rarement des achats, en fait. Je crois qu'en 2026, j'ai rien acheté. Vraiment, chez Apple, j'ai rien acheté. J'ai pas acheté de produits Apple. En 2025, pardon. Oula, je me crois déjà en 2027. J'ai sauté une année. En 2025, si, j'ai dû acheter juste mon iPhone 16. Non, c'était 2024. Donc, je sais plus, mais en tout cas, voilà. En fait, que vous changiez ou pas souvent votre matériel, vous pouvez tout simplement acheter en reconditionné. On va pas reparler des bienfaits des achats reconditionnés. Vous savez tout le discours qui va derrière ça. Je pense que on verra le prix de la gamme des iPhone 18, mais on nous dit déjà avec l'augmentation du prix de la mémoire unifiée que ça va augmenter. Donc, vous voyez, si un modèle de l'année précédente ou de l'année d'avant n'est pas suffisant, en fait. Et puis, je ne pense pas qu'au niveau de Gemini et de l'intelligence artificielle, il y ait des contre-indications en dessous des contre-indications, pardon, en dessous des iPhone 15 Pro, quoi. Comme je pense qu'Apple va garder la même obligation, on va dire, pour l'intelligence artificielle qu'avec Apple Intelligence. Et puis, si vous en avez pas besoin, c'est pas plus grave que ça. Ouais, c'est ça, mais ça va changer la donne quand même si on a un nouveau Siri, si on a Gemini. Ouais, effectivement. Ouais, je pense que les gens vont plus se poser la question. J'ai encore eu quelqu'un dernièrement qui voulait acheter un iPhone 15 et je lui ai dit, ben non, en fait, prends un 16 parce que l'intelligence artificielle, même si tu n'en as pas besoin actuellement, le jour où tu revendras ton appareil, ça sera un argument important, même dans 2 ans ou 3 ans. Donc, en dessous de l'iPhone 15 Pro, bon, je pense que c'est pas une trop bonne idée d'acheter aujourd'hui les modèles précédents. Avec génération actuelle, -2, pas plus bas que ça, c'est ça que tu dis? Exactement. Exact. Bon. Ouais. Je vais vous mettre aussi dans les notes de l'émission 2 liens vers des vidéos YouTube que j'ai faites à ce sujet, où j'explique comment vérifier les numéros de modèle, les numéros de série, enfin tout ça, vous pouvez voir. Et puis il y a une vidéo aussi sur détecter les pièces d'origine et du coup si elles sont encore sous garantie ou pas. OK, ouais, ça c'est pratique de le voir aussi en vidéo, plus qu'en audio. Merci Ça beaucoup. peut venir en complément, ouais. Effectivement. Moi, de mon côté, j'avais un complément pour ton dossier, Audrey. C'est un guide d'achat. On est mi-janvier maintenant, 2026. Qu'est-ce que vous pouvez acheter dans le neuf et pas dans le reconditionné? Qu'est-ce qui peut être intéressant et qu'est-ce qui... peut-être vigilance. Alors, mettez aussi dans l'équation le fait qu'il y a peut-être des composants qui vont augmenter. Mais pour le moment, vu qu'on ne le sait pas, ben, mon dossier, ça va tenir quand même sur ces directions-là. Alors, il y a 3 grandes catégories des produits que je ne vous recommande pas d'acheter. Absolument pas, parce que soit la technologie, on a des rumeurs qu'elle arrive sous peu, soit parce que la technologie, elle a suivi un cycle habituel qui fait que on sait que ça devrait changer rapidement. Alors, il y a des fois des moments où faites attention à ne pas acheter. Il va y avoir, si vous pouvez attendre, c'est bien, il va y avoir la catégorie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Dans tout ça, c'est pour du neuf. Est-ce que vous avez besoin nécessairement du neuf? C'est à vous de réfléchir. Pour l'iPhone, c'est ce qu'on vient de dire. Pour ce qui est des MacBooks et des iPads, je vous dirais que si vous avez des MacBooks avec des processeurs M3, M4 en montant, écoutez pas ces indications-là parce que vous avez déjà des très bonnes machines qui vont être là encore très longtemps. Alors, c'est basé sur le guide d'achat de chez MacRumeur et tout ce qui est feu vert, c'est tout ce qui est processeur M5. Alors, si vous voyez des produits neufs avec processeur M5, demain, s'il y a un nouvel iPad qui sort avec processeur M5, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci. L'iPad Pro, l'iPhone Air, si vous trouvez des bons rabais en plus, ça peut être intéressant. Et le MacBook Pro 14 pouces
avec M5, il n'y a pas de problème allez-y les yeux fermés parce qu'il n'y aura pas de nouveaux modèles cette année dans ces cas de ces produits-là. Tout ce qui est peut-être mettre un élément de vigilance, et c'est pas une mauvaise affaire, mais si vous êtes pressé, prenez-le. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez peut-être attendre. Tout ce qui est iPhone, iPad Air, Mac Studio et Mac Mini. Il y a des grosses rumeurs et de toute façon qui vont sortir de manière redessinée. Alors Mac Mini M4, et le modèle va être redessiné cette année parce que le dernier M4 du Mac Mini date de 2024. Ça fait déjà 2 ans. Pour le Mac Studio, ça fait excessivement longtemps quand même. Et pour ce qui est de l'iPad Air, le M3 est sorti mars 2025. En toute logique, il devrait avoir un M4, normalement, qui va arriver du côté du Air. Et puis, pour ce qui est iPhone Pro, on le sait, c'est toujours en septembre qu'il y a les nouveaux. Alors, je ne dis pas de ne pas les acheter. Je vous fais juste dire, si vous pouvez attendre, attendez, parce qu'il risque d'avoir des nouveaux produits. Gardez en mémoire ce qu'Audrey vous a dit. Ça se peut que les composants fassent que les prix soient assez énormes ou gros ou substantiellement augmentés. Tout ce qui est produit je dirais à ne pas acheter, là-dedans, vous avez AirPods. Les AirPods, achetez pas ça tout de suite. Les HomePods, pardon. Les HomePods, achetez absolument pas. Les AirPods, vous pouvez acheter les yeux fermés. La nouvelle génération de Pro est sortie il n'y a pas longtemps. Les Cats font très bien le taf. Oui, je voulais dire pour les HomePod mini, etc., je pense que c'est des produits comme l'Apple TV qui ont une durée de vie assez longue. Ouais. Là, l'Apple TV 4K qu'on a chez nous, elle a vraiment... Je sais pas quel âge elle a là, mais il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tous les produits liés à la maison ont des durées de vie. Ouais, des cycles de vie beaucoup plus longs chez Apple. Et c'est vrai que quand on voit le prix des HomePod, par exemple, qu'on veut en acheter 2, vaut mieux attendre. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre d'acheter au moment où la nouvelle génération arrive pour, on va dire, les garder 10 ans sans problème. Ou sinon, on peut aussi les trouver d'occasion. Mais c'est vrai qu'il y a un cycle très court pour les MacBook Pro. Moi, j'ai l'impression que tous les 6 mois, il y a des nouveaux modèles qui sortent. Enfin, ça va très, très vite. Ces 5 dernières années, c'est la folie. Et par contre, oui, pour les produits liés à la maison ou au loisir, c'est beaucoup plus long. Il y a quelqu'un qui disait qu'il attendait la nouvelle Apple TV pour qu'il avait hâte, en fait, d'acheter la nouvelle Apple TV, mais on n'a aucune date, on n'a rien là-dessus. Comme si c'était un produit hyper abouti. Mais... écoute, habituellement, les cycles des Apple Télé, ça tourne en moyenne aux alentours de 700 jours. Il les change aux 700 jours, à peu près 3 ans, 2 ans, 3 ans. La dernière Apple Télé date d'octobre 2022, la 4K dont on parle. Je vois, là. Alors, effectivement, c'est pas le moment d'acheter une Apple Télé. Tout ce qui est Apple Watch, il n'y a pas vraiment de souci. Ça vient d'être changé. Le Vision Pro, s'il y en a un qui veut l'acheter parmi nos auditeurs, il vient d'être changé. Alors, allez-y, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au niveau des AirPods Pro, pas de souci. Au niveau des AirPods 4 normaux, disons que c'est assez neutre, là. Le cycle de changement est en plein milieu. C'est à peu près aux 4 ans que c'est changé, ces produits-là, et là, on est à peu près 2 ans là, de ce cycle-là. Alors, vous pouvez l'acheter. AirPods Max aussi, c'est pas changé très souvent. Les HomePod, absolument pas, le changez pas. Et le HomePod Mini, octobre 2020, Audrey. Mais oui, moi, je les ai achetés à ce moment-là. Bon, ils marchent toujours aussi bien, il n'y a pas de problème. Ils prennent un peu la poussière. Ou mal. Ou mal avec Siri, mais globalement, ça va. Il y a souvent des mises à jour quand même. Non, le seul reproche que je peux leur faire, c'est qu'ils prennent un petit peu trop la poussière et que le petit tissu quadrillé, là, c'est pas... Bon, faut un peu aspirer comme ça, là, dessus. Mais sinon, non, moi, je suis très, très contente des HomePod mini. Je pense quand même que je passerai au HomePod tout court plus tard parce que parfois, le son maximum est un peu limite suivant les films que je regarde ou... Des fois, je me dis si je deviens sourde ou il y a un problème, mais puis en fait, c'est juste l'encodage des films sur certaines plateformes, c'est la catastrophe. C'est très très mal géré. Faudra qu'on en parle un jour de ça, mais tout ce qui est Marvel et tout, c'est vraiment la cata au niveau des sons, la gestion du son. Faudrait peut-être qu'on trouve un spécialiste de l'audio, tiens, pour nous en parler, ça serait intéressant.
parce Il y a des que configs à faire dans l'Apple Télé. Là. Je m'en étais plein, puis j'avais des gens qui m'avaient donné des configs. Je vais essayer de vous les retrouver pour le prochain épisode. ouais, mais oui, moi, je me souviens que j'étais dans la boucle de cette discussion, donc j'avais fait pas mal de réglages. Et en fait, c'est mieux. Mais je sais plus quel film je voulais regarder l'autre jour de Marvel. Et en fait, soit t'entends pas les dialogues, ou soit t'entends très bien les dialogues. Et du coup, quand il y a des explosions, des trucs, des scènes d'action, le son, il est très très fort. Il y a, et ça, j'avais déjà lu aussi des articles sur le fait que Disney, Marvel, ils encodaient ils encodaient leurs films d'une façon différente. Donc, il fallait avoir un matériel très très haut de gamme pour en profiter comme au cinéma, quoi. C'est plus Ouais, encodé pour le ciné, quoi. ouais. Puis moi, je remarque Netflix, j'ai la petite version de Netflix avec les publicités. Dès que les publicités embarquent, le son augmente. Et quand le film revient, le film diminue encore plus bas que ce qu'il était quand je l'ai. Alors, c'est un peu n'importe quoi, là, effectivement. Je confirme. Alors, niveau MacBook Pro, allez-y, ça vient d'être renouvelé pour la grosse majorité. MacBook Air, on devrait avoir un nouveau MacBook Air. Alors, si vous pouvez attendre, attendez. Au niveau du Mac Studio, ben, c'est quelque chose qui change aux 2 ans. On est à la mi du cycle, à vous de voir, mais si vous l'envisagez, il n'y a pas de souci. Puis au niveau du Mac Mini, ben, on est aussi à la moitié du cycle, mais il y a des grosses rumeurs qu'il y aurait un M5 qui arriverait. iMac, Audrey? iMac, on arriverait à la fin du cycle du M4. Le M4 est sorti octobre 2024 et c'est un cycle qui est aux alentours de 500-600 jours. On est à 450. C'est ça. Donc, moi, j'attendais d'acheter le M5 à la rentrée. Donc, voilà, j'hésite. Au niveau des iPad Pro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre le dernier. Au niveau des iPhones, si vous pouvez attendre, attendez. Le R, étant donné que c'est un nouveau produit qu'il y a des bons rabais, ben c'est peut-être un moment d'acheter. L'iPad normal, il arrive à un fin de cycle aussi. Et puis pour le reste, en gros, faites attention, pas de Apple Télé parce qu'il y en a assurément une nouvelle qui arrive. On est vraiment loin dans le cycle. Et tout ce qui est HomePod, achetez pas pour le moment, ça vaut pas la peine. En résumé, c'est à peu près ça. Surtout avec l'actualité que je vous ai dit au début de l'émission, avec des nouveaux produits qui arrivent, qui vont peut-être changer la donne. Peut-être que le HomePod, vous allez prendre le HomePod avec l'écran qui est supposé d'arriver. Alors, je vous dirais, dans certains cas, c'est le moment d'acheter. Dans d'autres, si vous avez suivi mes conseils, attendez un petit peu. Gardez toujours en perspective ce que Audrey vous a dit au début. Oui. Et puis, dites-vous aussi que si vous avez un Mac avec une puce Apple M1, comme moi, Ouais. et qui marche très très bien, en fait, il faut aussi se dire, tiens, je peux peut-être le garder 1 an de plus. Exact. Ouais, moi, franchement, je me dis qu'en fait, là, ça fait plus de 3 ans que j'ai mon iMac et que faudrait que je le renouvelle, mais franchement, il tourne très bien. Donc, si ça se trouve, je vais attendre le M6. Si ça se trouve. Tu vois, par contre, je vais te partager une tranche de vie. J'ai installé un vieux ThinkPad pour mon fils parce qu'il apprend à coder. Il code avec le langage Scratch, qui est un langage très visuel pour les enfants. Et j'ai pris un vieux ThinkPad, j'ai mis une nouvelle version de Ubuntu, un Linux, un système d'exploitation, là, l'équivalent de macOS, mais en open source gratuit. Et il va super bien. Mais je ne pourrais pas faire ça nécessairement avec des processeurs M1, M2, M3, M4 parce que Apple a bien goupillé pour fermer l'écosystème de ses processeurs pour pas qu'on puisse mettre des systèmes alternatifs. Alors, si vous pensez prendre un vieux M1 quand il sera plus supporté par macOS puis le transférer avec un Linux dessus, ou peut-être à l'époque avec les processeurs Intel, on pouvait mettre un Windows, vous pourrez peut-être pas. Alors, peut-être que ceux qui pensaient faire un petit tour comme ça, pourront peut-être pas le faire cette fois-ci. Ou en virtualisation, peut-être. Non, pas pendant très longtemps, quoi. C'est ça, exact. Ouais. Écoute, je trouvais que c'était bien, en fait, de faire ces dossiers. Quand acheter du neuf, quand acheter de l'occasion, ou du reconditionné. C'est vrai que il y a plein de choix maintenant, il y a plein de possibilités en fonction des budgets. Donc ça, c'est bien. Il y a vraiment un marché de l'occasion ou du reconditionné qui est quand même énorme. C'est vraiment à se demander si ça vaut le coup d'acheter encore du neuf par moment.
parce qu'au final, quand on a une garantie, j'ai vu que sur des sites de reconditionnement, il y a des options maintenant, donc tu peux choisir, oui, je prends cet appareil-là en reconditionné, mais changez-moi la batterie. Il y a des options comme ça où on peut demander à ce que des pièces soient changées, et donc ils nous le font à la demande. C'est un marché qui s'est énormément développé. Quand tu penses, il y a 15 ans de ça, on gardait nos appareils beaucoup plus longtemps aussi, je crois. Ouais. On se disait pas, non, mais en fait, il y a l'iPhone 10 qui est sorti, je vais virer mon iPhone 8. On gardait notre iPhone 8. Donc, le modèle a changé, on va dire. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir toutes ces possibilités-là, de pas se dire forcément qu'il faut acheter du neuf et qu'il y a plein d'iPhone dans les tiroirs qui attendent qu'on les utilise. Exactement. Et puis, je vous dirais, et je vous conseillerais fortement et très chaudement, parce qu'on arrive à la section pensée et réflexion, alors je vais te couper, mais il y a une vidéo qui a été faite par Nowtech, ça s'appelle « Pourquoi votre smartphone ne dure pas 10 ans ?» qui est une super belle réflexion sur les usages, les produits tech, et allez l'écouter. Puis c'est vraiment en phase. Je ne sais pas si tu l'as vu, Audrey, c'est vraiment en phase avec ce qu'on dit depuis des années, toi et moi, dans l'émission. Bah, tant mieux. En fait, l'important, c'est que je l'ai pas vu la vidéo, mais si on a le même message que nos copains de Notech, c'est cool parce que ouais, je pense qu'on est toujours à se demander, mais pourquoi nos appareils durent moins longtemps? Pourquoi est-ce que donc s'il va dans notre sens, j'écouterai la vidéo, on va vous mettre le lien dans les notes. Mais s'il va dans notre sens, et je pense dans la majorité des gens qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, en fait, je pense qu'on arrive tous un peu à la même conclusion, à la même vue de l'esprit. En gros, tu sais ce qu'il explique, là, puis ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Là, ce qu'il explique, c'est qu'on a assisté dans les dernières années à la fast fashion, où, tu sais, avant, on avait 4 saisons. On s'habille avec la nouvelle mode hiver, la nouvelle mode printemps. Mais maintenant, il y a des saisons aux semaines puis ils changent complètement les rayons. On assiste à ça aussi au niveau tech. Pourquoi? Ben parce que ça vend. Quand c'est marqué nouveau, les humains, c'est aussi con que ça. Ils achètent, puis ils veulent plus. Ils veulent être informés. Alors, il y a beaucoup de ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Allez voir la vidéo. Audrey, on en est justement au moment où généralement, on fait la promotion de vidéos, souvent d'Apple, mais pas que. Et toi encore, pendant cette émission, tu as un nouveau vidéo que tu voudrais, en tout cas, une nouvelle série pour laquelle tu as un coup de cœur? Alors, je suis triste parce que c'est une série que j'ai appréciée, que j'ai bien aimée, qui n'a pas été reconduite malheureusement, mais je voulais quand même vous en parler. Elle est sortie il y a plusieurs années, pardon, mais je l'ai zappée. Je sais pas pourquoi je l'avais pas regardée. Et là, pendant les vacances de Noël, j'ai pu la regarder. C'est Sunny, donc c'est sur Apple TV+. Ça se passe au Japon, entre Tokyo et Kyoto, donc c'est déjà un pays que j'aime voir dans les séries. Et c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et son fils, et son mari était ingénieur, on va dire, dans une société qui fabriquait des robots, et donc elle reçoit une livraison chez elle, et c'est un robot qui s'appelle Sunny. Et là, l'histoire commence. Bien évidemment, c'est un robot très attachant. Et ça pose beaucoup de questions. En fait, j'ai vraiment aimé regarder cette série à ce moment-là parce que je venais de finir Pluribus. Pour la combienième fois, Audrey? Pour la deuxième fois. Oui, je l'ai regardé 2 fois. Oui, je suis comme ça. Quand j'aime, j'aime. Et donc, en fait, c'était très drôle parce que il y a des questions qui sont posées dans Sunny dont on trouve les réponses dans Pluribus. Enfin, j'ai trouvé que ces 2 séries mis côte à côte. Je parle pas en termes de qualité, je parle des sujets qui sont abordés sur notre humanité, sur notre rapport à la pensée unique, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut voir dans Pluribus. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir Sunny à côté, qui développe une autre forme de langage émotionnel, d'échange avec les humains, etc. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Et puis, malheureusement, en effet, la série n'a pas été reconduite pour une 2e saison. Mais
globalement, en fait, sauf les 2 dernières minutes du dernier épisode, sinon on avait une vraie fin, en fait. Il y aurait pas eu ces 2 minutes, on aurait pu se dire bon bah c'est une mini-série, c'était bien, voilà, tout c'était intéressant. Et même si bon, parfois le jeu d'acteur est un petit peu moins bon que dans d'autres séries, j'ai trouvé que les questions que ça nous fait que ça nous pose, je trouve que c'est des très bonnes questions à se poser à l'heure où, même si la robotique est un peu plus lente que ce qu'on pensait, hein, on est quand même toujours à avoir des robots qui se cassent la figure et qui n'arrivent pas à monter des marches ou des choses comme ça. Ou qui sont On en est pilotés, encore ou là. qui sont pilotés par des humains, mais on le sait pas, ouais. Ouais, voilà. Et puis, mais tant mieux parce que moi, je veux pas de robots chez moi, donc je suis très très contente que ça rame et que ça n'avance pas. Mais en tout cas, Sunny, voilà, c'est une petite série mignonne. Bon, c'est japonais, donc il y a des scènes comme dans les films japonais, c'est-à-dire un petit peu des combats, des choses comme ça, des gens qui meurent. Enfin voilà, il y a c'est quand même très, c'est à la fois doux et brut et brutal. Je sais pas, c'est une série que j'ai bien aimée. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder, tout en sachant en effet que il n'y a pas eu de deuxième saison. Est-ce que tu l'as vu? Ça fait partie des listes, des séries sur Apple TV+, que j'ai mis sur ma liste. J'ai fini Pluribus, j'ai fini le Morning Show. On a commencé We Crashed Oui. avec ma conjointe. Anna Alors, Tawai. ouais. Fait que ça fait partie des séries que j'ai sur ma liste. Mais là, je viens d'apprendre que Shrinking arrivait à la fin du mois. Je viens d'apprendre que il y a d'autres séries qu'on aimait sur Apple TV+. Bref, c'est souvent assez les yeux fermés, je trouve, à Apple TV+, où j'arrive, puis je sais que ça va être bon de toute façon. Ouais, c'est des séries de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Moi, le seul reproche que je peux faire, c'est que avant de lancer Sunny, je me suis dit, tiens, je vais regarder la saison 3 de The Morning Show. Et j'ai vu qu'il y avait eu 2 ans. Il s'est passé 2 ans entre Ouais. la saison 2 et la saison 3. Et quand j'ai mis en route la série, la saison 3, épisode 1, que j'ai eu le résumé, je ne me souvenais plus du tout. Non, ouais. Donc, je me suis dit, il va falloir que je recommence de la saison 1. Donc, la flemme. Et Severance, malheureusement, pareil. Je me suis dit, il y a eu 2 ans entre les 2 saisons, c'est trop long. Ils mettent C'est beaucoup trop de temps long. entre les saisons maintenant. sur Là, Apple TV+, Pluribus, ouais. ils ont dit aussi qu'il y aurait 2 ans, donc non, je suis pas d'accord. Je plaisante, c'est pas du tout grave tout ce que je dis là, mais c'est juste qu'en fait, en 2 ans, on a regardé énormément de choses, des films, des séries. Moi, Ouais. je vais beaucoup au cinéma, donc c'est très long 2 ans pour se rappeler où est-ce que les personnages en étaient, où est-ce on en était dans tel mec qui a été condamné. Enfin, c'est vraiment très très compliqué et même avec le résumé, parfois c'est trop loin, donc faut repartir à la saison 1. Alors évidemment, peut-être qu'on regarde trop de contenu aussi, c'est Il y a possible. ça, ouais. On va pas se le cacher, mais 1 an entre 2 saisons, je pense que c'était le bon rythme, c'est ce qu'on avait avant. Donc voilà. Et j'aimerais quand même, avant que tu parles de ton coup de cœur du mois, que tu nous dises un petit mot sur Pluribus. J'ai aimé, c'était des fois très anxiogène, parce qu'à un moment donné dans la série, sans dire pourquoi, la personne, elle se retrouve seule, mais à un moment donné, elle se trouve vraiment, vraiment seule. Ce bout-là, je l'ai moins aimé, mais je l'ai moins aimé pas parce que c'était mauvais, c'est parce que je sais pas, j'ai un problème avec les moments anxiogènes. Alors c'était un moment très anxiogène, je trouvais, dans sa vie. J'ai bien aimé, j'ai hâte à l'autre saison. Évidemment, c'est sûr. C'est très bien fait. Bref, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas quand la saison de Pluribus va sortir, mais c'est sûr que c'est pas la semaine prochaine, c'est clair. Non, ils ont dit 2 ans. Ouais, c'est ça. Et puis c'est que 10 épisodes, tu vois, c'est dur. C'est dur parce qu'on veut savoir après la suite, parce qu'il y a une fin quand même. Ouais. Waouh, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Quel choix vont-ils faire? Mais je me souviens aussi des épisodes où elle est seule. Ouais. Et c'est vrai que tu te dis, mais en fait, notre vie, mais c'est fait exprès pour nous questionner. C'est à quoi sert notre vie si on est seul? Si on est vraiment seul, c'est-à-dire on peut même pas aller au supermarché croiser des gens. Si on est seul, à quoi ça sert d'être en vie? Et
enfin, je trouve que ça, par rapport à l'approche qu'on a des humains, de nos concitoyens, de l'humanité, je trouve ça vraiment passionnant comme série. Enfin bref, j'en ai déjà parlé, je vais pas remettre le couvert, mais bref, si vous nous écoutez, que vous aimez nos recommandations, regardez Pluribus et Sony. Moi, ma recommandation, c'est pour ceux qui parlent d'intelligence artificielle comme le sacro-saint outil qui va remplacer l'humanité et qui va faire qu'on va être reposé. Je vous enverrai vers un court-métrage, cette fois-ci, qui a été fait sur YouTube par Micode, qui pose la question qui fâche, est-ce que l'IA est en train de nous rendre complètement débiles? Tu l'as mentionné à quelques reprises. C'est pas un... J'ai écrit, c'est pas un scénario à la Terminator, malgré qu'on voit Terminator au début du court-métrage. Il montre comment le fait d'avoir ta réponse directement, comment d'être tout le temps conforté par des réponses qui te plaisent et d'avoir tout de suite la solution, c'est mauvais pour le cerveau. Puis il démontre comment. C'est vraiment super intéressant. Alors, il y a toutes les profs de neurosciences qui sont là-dedans. Il montre, par exemple, qu'il y avait un développeur dans son équipe qui faisait tout faire par l'IA, puis à un moment donné, il est arrivé à une limite. Il a réappris à apprendre sans l'IA. Et puis, il s'est rendu compte que finalement, le bonheur des humains, c'est aussi en faisant des choses. Et c'est ce qu'on perd des fois avec l'IA. Alors, je sais qu'on a parlé de Gemini qui va arriver sur Apple, mais prenez-en et gardez-en. Faites attention. C'est sûr que l'IA, tout n'est pas acheté à la poubelle, mais disons que c'est bon pour ceux qui savent faire les choses. Ça va simplifier leur vie, mais les gens qui savent faire les choses vont être capables de revérifier les choses qui ont été générées, tandis qu'une personne qui ne sait pas faire les choses ne sera pas capable de revérifier et puis elle n'aura rien appris en bout de ligne. Et puis elle va être peut-être triste, peut-être qu'elle va avoir des problèmes au niveau de l'anxiété, au niveau des genres. Bref, super court-métrage. C'est un peu lourd par rapport à ce qu'on vient de discuter, mais je vous conseille, c'est vraiment bien fait par Micode. Et puis, sur une note un peu joyeuse, je vais essayer de vous le faire à chaque émission. Je vous ai préparé un petit jeu questionnaire. Audrey, je ne veux pas que tu donnes la réponse, mais je veux faire activer les médias sociaux de notre communauté parce que je sais que les gens nous écoutent, on le voit de par les statistiques, mais on n'échange pas assez, je trouve. Alors là, je vous ai fait un petit jeu questionnaire. La question, elle est fort simple. Quel est le nom de code qu'Apple n'a jamais utilisé sur macOS? Est-ce que c'est Tiger, Lion, Léopard ou Ours polaire? Alors, vous pourrez répondre dans nos médias sociaux, vous pourrez répondre où vous voulez. Mais bref, je vous envoie à l'action avec un sujet que peut-être bien des gens connaissent et peut-être qu'ils vont nous donner la bonne réponse. Et aussi, comme action, c'est de nous mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast et de partager nos épisodes. Audrey, est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter? Moi, j'ai un commentaire à ajouter sur la vidéo de Micode que je n'ai pas vue, mais je vais forcément être d'accord avec lui parce que l'impact des IA sur le cerveau des humains, c'est un truc qui me passionne. Je partage pas mal de choses là-dessus sur mon compte Instagram. Et ce qui est fou, c'est que à peine, on va dire, ça fait combien de temps que beaucoup de gens utilisent des IA, ChatGPT principalement? Ça fait 2022, 23, ouais. Voilà, ça fait moins de 5 ans. Et il y a déjà des neurosciences qui sont en train de tester l'impact que ça a sur notre cerveau. Faut quand même se rendre compte qu'à l'échelle de l'humanité, c'est quand même hyper violent par rapport à nos méthodes d'apprentissage, etc. Et je trouve ça vraiment très très bien qu'on se pose déjà la question et qu'on n'attende pas 10 ans parce qu'on se rend déjà compte que en fait notre cerveau, il est un peu fainéant. Si quelqu'un peut le faire à notre place, pourquoi on le ferait? Clairement. Notre cerveau, il cherche le confort, il cherche à faire le moins d'efforts pour survivre le plus longtemps possible. Donc, en fait, ça fait partie de ce qu'on est. Les humains sont juste... Enfin, notre cerveau, il est là pour juste qu'on survive. Et que, puisque notre cerveau, quand même, est capable de cacher des traumatismes qu'on a vécus juste pour pouvoir continuer à vivre. Donc, notre cerveau, c'est une machine incroyable et dont on sait aujourd'hui que son seul but, c'est la survie. Et je trouve que c'est intéressant qu'on fasse des vidéos à ce sujet, qu'on
qu'on comprenne en fait ce qui se passe quand on utilise des IA tous les jours et que ChatGPT écrive à notre place, réfléchisse à notre place, trouve des sources à notre place. Et j'avais déjà partagé une étude qui avait été faite à Harvard. Ils avaient avec les groupes d'étudiants. Est-ce que tu te souviens? Ouais. J'en ai parlé, mais je sais plus où c'était, donc je vais en reparler maintenant. Ils avaient comparé 3 groupes d'étudiants. Il y avait un groupe d'étudiants qui avait accès uniquement à la bibliothèque. Donc bibliothèque la vraie, avec des vrais livres en papier. Il y avait un groupe d'étudiants qui avait accès à Google et un groupe d'étudiants. Alors quand je dis Google, c'est www.google.com pour faire des recherches sur Internet. Et il y avait un groupe d'étudiants qui avait uniquement ChatGPT ou des IA, des prompts comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte au bout de 3 semaines en donnant un même sujet que le groupe qui a le plus développé son intelligence, mais en fait, le groupe qui a le mieux travaillé, qui a donné les meilleurs résultats, c'était le groupe du milieu qui avait accès à Google. Ceux qui avaient accès aux livres, ils ont très bien travaillé, mais ils n'ont pas trouvé toutes les réponses dans les livres, donc ils n'ont pas pu aller au bout de l'exposé ou je sais plus. Et ceux qui ont le moins bien travaillé et qui ont eu moins connaissance du sujet une fois qu'on leur enlevait leur ordi, et quand ils devaient parler de comment ils ont trouvé telle source, comment ils ont trouvé telle solution, pourquoi ceci, pourquoi cela, ceux qui ont utilisé ChatGPT, en fait, ils sont devenus un peu fainéants, et il y a eu des tests des scanners cérébraux et tout qui ont été faits, hein, c'est très sérieux comme étude, et ça a vite prouvé qu'en 2-3 semaines, en fait, notre cerveau, le cerveau du troisième groupe s'était habitué à ne plus trop réfléchir. Et je trouve que c'est très grave, en fait, je pense notamment aux plus jeunes, bien évidemment. Et je pense vraiment de plus en plus que l'IA va devoir être contrôlée, soit à un usage limite journalier ou quelque chose comme ça, mais on peut pas amener l'humanité vers confier notre intelligence, en fait, et notre réflexion, notre apprentissage à une IA. Je trouve ça vraiment problématique. Je suis très contente que tu en parles, parce que toi et moi, ça fait 2-3 ans que je pense qu'on n'était pas raccord sur ce sujet-là. Moi, j'étais beaucoup moins cliente que toi des IA, et je trouve que va vraiment falloir légiférer encore plus sur ce sujet. Cette étude-là est citée dans la vidéo de Micode, effectivement. Alors, il en parle justement. Maintenant, le numérique arrive. Alors, le numérique au complet, hein, les médias sociaux, l'Internet, l'IA, tout ce qui est numérique, les nouveaux outils, arrivent avec une violence dans nos vies. Et le terme violence est vraiment choisi exprès, qui est imposé avec un pistolet sur la tempe. On le voit dans tous nos outils maintenant. Il faut de l'IA, il faut de l'Internet, il faut des médias sociaux. Mais on n'arrive pas avec le recul nécessaire sur les usages, sur les causes que ça va donner. Mais en même temps, si on faisait toutes ces analyses-là avant, peut-être qu'il y aurait des belles découvertes qui n'arriveraient pas. Alors, c'est un jeu d'équilibre, l'innovation, c'est un jeu d'équilibre, la technologie. C'est pas facile. Au début, quand les médias sociaux sont arrivés, on faisait « Waouh, c'est super cool ». Puis là, maintenant, on se rend compte des pièges qu'il peut y avoir pour les jeunes, notamment. Et ça va être pareil pour l'IA. Mais faut pas non plus... faut faire attention, dire... Alors ça, c'est le côté où moi, j'observe l'Europe, où il faut tout légiférer, où c'est une bonne approche, mais de facto, ça freine des nouveaux usages qu'on pourrait trouver intéressants, et tout est freiné, tout est ralenti. Est-ce que c'est mal? Pour ma part, je trouve que des fois, il ne faut pas aller à l'extrême non plus. Il faut un juste milieu et il faut trouver l'équilibre. Et c'est ça qui est compliqué dans la vie technologique, je trouve. Oui, il y a toujours... c'est pour ça, quand je dis légiférer, c'est-à-dire, à un moment, il faut limiter les choses, parce que les dérives arrivent très vite. Et on le voit déjà là avec l'information, avec les images. On se le disait, on n'arrête pas de s'envoyer des reels là. Enfin, surtout moi, on s'envoie des reels sur Instagram, et en fait, à un moment, on se dit, mais on sait même plus si c'est vrai ou faux. Non. Et là, la dérive, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir avoir des discussions sans fin avec des gens en disant, mais si, moi, j'ai vu ça comme info, c'est vrai, t'imagines. Alors déjà, avec les vraies infos, on s'engueule avec les gens.
mais alors avec des fausses infos. Enfin, en gros, on va même plus oser on va plus débattre parce qu'on n'aura plus de sources fiables. Enfin, c'est vraiment très compliqué, je trouve. Et j'avais partagé aussi alors, c'est pas du tout lié à l'IA, mais la différence entre le cerveau des gens qui sont nés dans les années 80 et le cerveau des gens qui sont nés en 2000 par rapport aux jeux vidéo. J'avais trouvé que c'était incroyable cette étude parce qu'en fait, il disait, alors je dis nous parce que toi et moi, on a quasiment le même âge et on est des gosses des années 80. Donc nous, on a joué à Mario Bros sur notre Nintendo Pong, où en gros, Pong, moi. Pong. Plus vieux que oui, toi encore. moi aussi j'ai joué un petit peu à Pong, mais pas longtemps parce que la NES est arrivée vite. Mais en gros, il disait le cerveau des enfants des années 80 a été modelé à l'échec, c'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas de sauvegarde, on repartait toujours du niveau C'est vrai. 1-1, on repartait toujours du niveau 1-1, donc le mercredi après-midi, quand il était 14h et qu'on allumait la NES, il fallait qu'on se grouille pour arriver Ouais, à refaire tous les niveaux sans mourir, parce qu'on avait que 3 vies. Hein. ouais. Et on n'avait pas de deuxième... Enfin, c'était vraiment 3 vies. On en récoltait en chemin quand même, mais en gros, il fallait se grouiller parce qu'il fallait qu'on arrive au niveau 6-3 sans mourir et pouvoir enfin réussir le niveau 6-4. Tu vois, c'était... En fait, il disait que le cerveau, du coup, de notre génération a été dressé un peu à l'échec, à recommencer, à être persistant, à pas lâcher l'affaire et tout, grâce à ces jeux vidéo-là, parce qu'en fait, technologiquement, il n'y avait pas de sauvegarde, il n'y avait pas tout ça. Et j'ai trouvé ça fou de dire, il comparait avec les enfants des années, je pense, tes enfants, tu vois, les enfants qui sont nés après 2000, où en gros, ils ont des sauvegardes, ils n'ont pas de limite virtuelle. C'est-à-dire que quand, dans Minecraft ou des jeux comme ça, en fait, ça se finit jamais, tu vois, il y a cette notion de, en fait, on n'y arrivera jamais parce qu'il n'y a pas de fin. Nous, quand on finissait Mario Bros, le Super Mario Bros 1, 2 ou 3, il y avait toujours une fin. Et quand on arrivait avec le petit drapeau à la fin, que ce soit à la fin d'un monde ou à la fin du jeu, on était super heureux. Dire, ça y est, j'ai fini Super Mario Bros 2, quoi, ou j'ai fini Super Mario Bros 3, j'ai tué le boss à la fin et tout. Et en gros, j'ai un accomplissement que malheureusement, étant donné que la technologie a beaucoup évolué, que les enfants nés dans les années 2000 n'ont pas vraiment eu, ils n'ont pas eu cette notion d'accomplissement. Et en même temps, ils n'ont pas eu cette notion de contrainte technique qui faisait qu'ils ont des vies illimitées, des plateformes illimitées, des cartes, des maps illimitées. Et j'ai trouvé ça, vraiment cette étude très intéressante. Je vous la partagerai si ça vous intéresse. Surtout si vous êtes né dans les années, si vous avez joué à la NES quand vous étiez gosse. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ce qui est bien dans cette étude, c'est qu'au final, on n'a pas développé notre cerveau de la même façon, mais il est autant développé peu importe la génération. En fait, c'est juste qu'on n'a pas développé les mêmes capacités. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que les gens de 20 ans aujourd'hui, 25 ans, ils ont développé des choses que nous, on n'a pas pu développer. Et pareil pour nous. Donc, je trouve ça vraiment fascinant comme étude. Et quand tu parlais de la NES et de la sauvegarde de la NES, tu sais quand tout a foutu le camp sur la NES avec la sauvegarde? Non. On va voir ta culture Nintendo. Vas-y. C'est quand la légende de Zelda est arrivée. Elle est arrivée en 86 et je me rappelle, c'était une cartouche en or. Et à l'intérieur, il y avait une batterie qui alimentait une mémoire perpétuelle pour garder tes sauvegardes. Ah, et j'ai c'est pas à eu cause ce de jeu-là. Zelda que tout a foutu le camp. Moi, je jouais à Mario, à Duck Duck... Duck Hunt? Non, pas Duck Duck Go. Duck Hunt. Oui, avec le petit pistolet orange. Ouais. Et je sais plus, je crois que j'avais Batman ou je sais plus. Enfin, non, j'ai pas eu Zelda malheureusement. J'ai découvert très tard Zelda. Ah, il y avait une carte mémoire dans la cartouche, mais c'est génial. Ouais. C'est un des premiers jeux majeurs où ça a intégré une sauvegarde progressive là, à l'intérieur. Et la cartouche n'était pas grise. Elle était en or. Ah oui, ça doit être collector, ça. Je me rappelle l'avoir déballée et l'avoir regardée avec mes amis pendant longtemps sans avoir joué. Juste regarder. Elle est en or, la cartouche. Ouais. Wow! Ça devait être incroyable. Je comprends tout à fait ce sentiment d'avoir enfin un objet que tu as tant désiré. Ouais, c'est fou. En tout cas, je trouve ça fascinant, les neurosciences. Je pense que dans une autre vie, je ferai ça comme métier. Bon, on vous rappelle les moyens de communiquer avec nous et de répondre aux jeux questionnaires. Alors, soit vous allez sur le lien que je vous ai mis sur ma chaîne où j'ai fait ce jeu questionnaire-là, ou soit vous répondez dans les commentaires, un peu partout dans les médias sociaux. Les médias sociaux, vous pouvez nous rejoindre sur
Mastodon, même si on n'y est pas très présent, Blue Sky, Instagram, Thread, vous recherchez Apple Diff. Et bien souvent, c'est le premier compte qui sort. Et toi, de ton côté, Audrey, vu que tu sors de ton 2 semaines de fou pour refaire tes formations, où on va pouvoir la voir, cette belle formation-là? Vous pouvez la voir sur appleavec-audrey.fr. On est de plus en plus nombreux. Donc rejoignez-nous dans mon club, là, c'est sympa, il y a vraiment pas mal de monde maintenant. Et bien sûr, c'est une formation pour trier, organiser et ranger son iPad. C'est une formation qu'on m'a beaucoup demandé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont uniquement un iPad, qui n'ont pas d'ordinateur. Et les années passant, il y a de plus en plus de choses qui s'accumulent. Et sur l'iPad, il y a plein d'endroits où faire du tri. Ouais. Il y a les contenus des applications, il y a toutes les apps qu'on n'utilise pas et qui continuent à se mettre à jour alors qu'on les utilise pas. Enfin, il y a vraiment à peu près 80 leçons là dans ma formation. Il y a une dizaine de vidéos. Ok. Et oui, parce qu'en fait, c'est à partir du moment où tu déplies tout ce qui est possible au niveau tri dans l'iPad. Et je compte pas les emails et les photos dans cette formation. Ça, c'est des formations à part entière. Mais au-delà des emails et des photos, il y a beaucoup, beaucoup de choses à trier pour gagner de la place. Et ouais, il faut savoir où les trouver. Mais où trouver ces fichiers problématiques. Donc, on te retrouve sur appleavec-audrey.fr. On peut te trouver aussi dans les médias sociaux, Audrey Coulot. Et moi, pour ma part, profduweb.com, vous retrouverez tous les liens qui vont bien. Et on se dit au mois de février, Audrey. Et oui, avec plaisir, on se retrouve en février, qui est le mois juste avant le printemps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai. Les jours rallongent déjà. C'est vrai. Nous, c'est 15h30, c'est la nuit commence, hein. Tu le sais. Ouais, je sais, je pense à vous. Nous, on gagne Là, déjà, on est à 18h, il fait encore jour. On est bien, là. On commence à être bien. À partir de la mi-janvier, on commence à voir que c'est beaucoup mieux. Mais au moins, on a des beaux paysages, on a des gens super accueillants et on a surtout les meilleures poutines au monde. Et j'ai bouclé la boucle avec mon introduction. Allez, ciao tout le monde. À bientôt.